Salut, c'est Adrien Plaine sur la chaîne Écran d'arrêt, de retour en métropole pour vous parler de mes films préférés. C'est le 4e épisode, donc je commence avec la 20e place. Le cinéma muet, c'est un quart de l'histoire du cinéma. Mais comme on vit avec la culture de son époque, on ne regarde plus ces films. D'où leur absence de cette liste. Et pourtant, voici un film muet et en noir et blanc. Blancanieves, qui transpose le conte des frères Grimm dans l'Espagne des années 1920. Le grand toréador Antonio Villalta se blesse lors d'une corrida et sa femme meurt en couche. Sa nouvelle épouse déteste la petite Carmen, cherche à la tuer. Mais elle survit et amnésique est accueillie par un groupe de nains. Et vous connaissez l'histoire. C'est le seul film espagnol de ma liste. Pourtant j'aime bien Alex de la Iglesia, Pedro Almodóvar ou Carlos Saura, mais il faut bien faire des choix. Blancanieves fait honneur à la culture hispanique, et plus particulièrement andalouse. La musique flamenco est magnifique. Elle dicte le rythme intense du montage et souligne les moments émotionnels. Car l'histoire a beau être connue de tous, elle semble tout à fait nouvelle, sous le regard de Pablo Berger. Et l'esthétique est tellement maniée d'une main de maître qu'elle arrive à rendre fabuleuse la corrida. Ses costumes, sa danse, sa violence aussi. L'esthétique, format 4/3, clair-obscur intense, montage épileptique, elle rend aussi hommage au cinéma de l'avant-garde française ou au cinéma impressionniste. Abel Gance, Marcel L'Herbier, René Clair, des films comme Napoléon ou L'Argent que j'ai pu étudier, mais qui ne m'ont pas particulièrement touché, en dehors de l'appréciation technique. Mais Blancanieves m'a touché, et dès le premier visionnage, au Cinémathèque de Montpellier, en présence du réalisateur. L'aspect gentil, voire cliché du film, qu'ont souligné quelques critiques, est indéniable. Berger emprunte à 3 esthétiques différentes et compose une œuvre mélodramatique artificielle. On ne vous ment jamais sur la marchandise. Je suis d'habitude plutôt sensible au réalisme, mais allez savoir, c'est parfois une question de degré, une différence d'identité auteuriste. Quand la magnifique Carmen se souvient de sa vie passée sous fond de musique flamenco, sur la même arène où son père affrontait des taureaux, moi je suis ému. I'm Brennan. I'm Dale. You have to call me Dragon. You have to call me Nighthawk. Mettez Will Ferrell et John C. Reilly en tandem devant la caméra d'Adam McKay et vous obtenez de la bombe atomique. Step Brothers, ou Frangins malgré eux, c'est le film de Gogol parfait. L'illustration de l'esprit consommateur et attardé de certains États-Uniens, qui commence par une citation de George Bush et parle de ces 2 quadragénaires se comportant comme des enfants et vivant encore chez leurs parents. Qui a déjà écrit sait qu'expliquer une situation initiale au spectateur est difficile. Dans trop de films, notamment des comédies, c'est un processus ostensible et long, un pansement à enlever pour passer à l'intrigue réelle. Mais dans ces 5 premières minutes, Adam McKay a présenté tous ses personnages de façon fun, rendant clair le conflit qui va opposer ces 2 protagonistes. I didn't want salmon! I said it 4 times! Le scénario est le travail des 2 acteurs et d'Adam McKay, qui ont chacun mis leur potentiel comique et fait des étincelles, laissant une grande place à l'improvisation. En plus, c'est produit par Judd Apatow, lui-même fin connaisseur du genre. C'est l'apex de la comédie stupide américaine moderne, et Dieu sait qu'on en est submergé. Mais Adam McKay se distingue par son jusqu'au-boutisme. Il n'y a pas de rappel à la morale ou au sérieux, mais bien un portrait honnête d'une idiocratie. Et dans sa carrière, Adam McKay a effectué un virage très intéressant, rendant ses récits de plus en plus réalistes, tout en conservant ses personnages attardés et odieux. The Big Short parle de la crise des subprimes, causée par des requins assoiffés d'argent. Vice, c'est Dick Cheney et son influence sur l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak par les États-Unis. Et Don't Look Up, c'est la fin du monde, qu'on feint d'ignorer et qui nous pend au nez. On a décrit ces films comme un univers où tout le monde se comporte comme un gros connard, de façon assez absurde, mais qui tend à la critique acerbe du système. Et Dieu que c'est fandard, je me bidonne comme c'est pas permis à chaque visionnage. Le talent clownesque de ces 2 hurluberlus est impressionnant. Ils sont soutenus par des personnages secondaires qui jouent sérieusement leur rôle sans trop en faire. Le génie est dans l'équilibre. Si nous voulons que tout reste pareil, il faut que nous changions tout. Ainsi Tancrède, joué par le jeune et bel Alain Delon, s'adresse à son oncle, le prince Salina, à la veille de l'unification de l'Italie. On est en 1860, et la vieille noblesse assiste horrifiée aux campagnes des chemises rouges, menées par Garibaldi. La famille Salina, en Sicile, doit à contre-cœur suivre le mouvement, s'associer à la bourgeoisie grandissante et accepter de perdre ses privilèges.
C'est typiquement, selon certains, le film chiant qu'on voit en cours. Et peut-être parce qu'il a été montré et analysé par un bon prof, je l'ai aimé. Il faut dire que Visconti est assez démodé. Style classique, rythme lent, grandiose des décors et du récit historique, mais il fait tout avec précision, perfectionnisme, rien n'est négligé, à l'image de mon number one film préféré dont je parlerai prochainement. Ce que j'aime chez les grands auteurs, c'est qu'ils respectent leur sujet. Ici, c'est un peu une gageure que je fais en enchaînant dans cette liste comédie potache et grand classique. Je dirais que dans des styles différents, les cinéastes dont je parle font les choses avec sérieux, même s'ils ne se prennent pas toujours au sérieux. Il y a d'ailleurs ici aussi de l'humour, surtout dans le bouquin que j'ai trouvé très drôle. On sent une passion dans chaque plan de Visconti, l'amour fou dans Senso, la maladie et le désir interdit de Mort à Venise, et ici l'inévitable avancée de l'histoire, menée par des opportunistes et la colère du peuple. Inévitable car, avec une vision hegelienne, la marche de l'histoire ne peut pas être arrêtée, mais aussi dans l'économie du film. Chaque plan semble tellement calculé qu'il détermine ce qui suit. Par exemple, la magnifique Claudia Cardinal qui rentre dans le plan exactement à la fin du premier tiers, au moment où Tancred cherche un mariage intéressant. Le jeu des regards indique le désir ou la jalousie de chacun, avec une telle maîtrise du langage cinématographique que c'en est à plaisir à chaque visionnage. Archétype du cinéma du grandiose, comme chez David Lean, le Guépard rassemble l'amour, l'argent, le pouvoir, la violence, dans un récit complexe qui vous donne envie de vous replonger dans l'histoire de l'Italie. Une passion en inspire parfois une autre. Un plan séquence vous fait pénétrer dans une boîte disco de Los Angeles en 77. Les nanas ont des permanentes bien gonflées et les messieurs portent des vestes col pelle à tarte. Et le producteur Jack remarque que le serveur Eddie, joué par Mark Wahlberg, et voit du potentiel. Alors, il découvrira, tout comme nous, le cinéma porno des fins 70s, début 80s. C'est l'époque préférée de Paul Thomas Anderson, dans laquelle il nous a encore plongé dans Licorice Pizza. Et puis j'aime tous ces films, donc là encore c'est difficile de trouver une œuvre phare. Boogie Nights, c'est son deuxième film, réalisé à 27 ans. Il y a la fougue, l'immaturité, le désir cru, l'ambition, l'innovation, l'humour et le potentiel pour une grande carrière. C'est un diptyque, l'ascension et le déclin, à la fois d'un personnage devenant une star, mais aussi d'une industrie qui change avec l'arrivée de la VHS, marquant la fin d'une époque dorée. Le film fonctionne comme un rail de coke. Tout le fun, l'excitation et l'adrénaline arrivent à son pic en milieu de parcours, puis effectuent une chute violente et déprimante. Puis le réal s'offre le luxe de changer de genre en cours de route, comme il le fera tout le long de sa carrière. C'est le plus excitant chez lui. On ne sait jamais à quoi s'en tenir. Il donne envie de croquer la vie, de s'aventurer en dehors des sentiers battus pour découvrir du nouveau et le regretter par la suite. C'est un terrain de jeu, les films de P.T. Anderson. Tous les acteurs rêvent de jouer pour lui, car ils savent qu'ils auront des rôles à leur hauteur. Julianne Moore en triste mère cocaïnomane, Heather Graham en midinette esselée, John C. Reilly, hilarant, Philip Seymour Hoffman parfait, ou Alfred Molina en Frank Zappa caïd au gros calibre. Et ce film choral construit une communauté qui fait écho à la logique même du cinéma. C'est un art collectif, on construit une petite famille qui se dissout à chaque fin de tournage, et cette famille sonne plus ou moins vraie selon les films. De l'avis de beaucoup, il y a quelque chose de profond dans le collectif de P.T. Anderson. Il y a une générosité, un désir d'accueillir, comme le producteur Jack, en maître de domaine, qui donne à chacun une place sur un transat près de sa belle piscine. Ça vous donne le bon côté du capitalisme à l'américaine, monde de tous les possibles. C'est beau, et aussi plein de nostalgie. La fin d'un monde, un peu idéalisé peut-être, où tout était possible. Le monde d'aujourd'hui doit manquer de charme, mais la magie du cinéma permet de ressusciter ces univers magiques et sexy. Heaven, I'm in heaven. En parlant d'univers magique, voici le rêve du cinéma, vous faire échapper à la triste réalité. Cecilia a un mari chômeur et salaud, bosse comme serveuse pour un patron con, et c'est la Grande Dépression. Son seul plaisir, les salles obscures, en particulier les mélodrames. Triste vie que remarque le personnage de son film préféré qui quitte le film pour la rejoindre. Événement fantastique qui change le genre cinématographique et ouvre le champ des possibles. Le drame devient une comédie romantique, aux grandes dames des protagonistes du film, ainsi que de ses producteurs qui paniquent. Cecilia vit une histoire d'amour avec ce héros de cinéma, comme un rêve éveillé, alors que le monde a besoin d'être tristement trivial pour fonctionner. On pressent que cette échappée se conclura par une redescente brutale à la réalité.
Je dois avouer que les films de Woody Allen, c'est un peu mon péché mignon. Même si le personnage est assez détestable, c'est un génie de l'écriture comique. Et tous les films qu'il a faits n'en forment en fait qu'un seul, même écriture, même cynisme, avec peut-être quelques drames qui sortent du lot. Ici aussi, cette comédie est un peu noire, même si ça reste drôle dans l'écriture intelligente des dialogues et la construction de situations rocambolesques, où l'évasion de l'acteur offre une métaphore sur le désir de contrôle des individus par la société. On parle beaucoup du danger communiste, et la politique des États-Unis était assez autoritaire à l'époque, s'immisçant dans la vie des individus, jusqu'à en interdire, ici, une histoire d'amour entre la pauvre Cecilia, magnifique Mia Farrow de 40 ans, et ce clown, n'ayant aucune notion de la réalité. Il en vient à discuter du sens de la vie et de l'amour avec des prostituées d'un bordel. Toute situation triviale est pour Woody Allen une opportunité de philosopher, ce qui a beaucoup influencé mon humour ou mes propres réflexions. Aucun objet de la vie n'est à négliger quand on réfléchit, et le fun peut émerger de partout. Seulement, c'est un peu cynique, et Woody Allen reste quelqu'un d'immoral qui se moque des gens naïfs. Mais je pense que les œuvres, une fois achevées, échappent à leur créateur. C'est pourquoi je me suis permis d'inclure dans cette liste Le Locataire, et maintenant La Rose pourpre du Caire. Le film appartient au public, qui en fait ce qu'il veut. Cecilia peut bien rêver de partager la vie de son personnage de fiction préféré, tout comme un geek peut bien vivre une seconde vie dans le corps de Link, de la Morte Flamme ou d'un elfe de la nuit. Virtuel, large champ d'échappatoire. L'animation française n'a rien à envier au Japon, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. C'est une institution bien vivante, portée par des cinéastes de talent. Et un des pères fondateurs est chez nous Paul Grimaud, à ne pas confondre avec Jacques Grimaud, aussi grand cinéaste, Ratopnu tardigrade. Qui initie en 1946 La Bergère et le Ramoneur, avec Prévert au dialogue. Après une production chaotique, une version d'1 heure sort en 1953, mais il faut attendre 1980 pour voir le film abouti. Et c'est magnifique. C'est l'histoire du roi, Charles V et 3 font 8 et 8 font 16, qui règne en tyran sur son royaume, où les pauvres sont cloîtrés dans la basse ville et les oiseaux enfermés dans des cages. Le portrait du roi s'anime la nuit et tombe amoureux de la bergère du tableau d'à côté, mais elle aime le ramoneur et s'enfuit avec lui. Une poursuite s'engage et l'opportunité de découvrir cet univers fantastique accompagné d'un oiseau philosophe ou d'un géant de fer. C'est une pierre d'édifice de mon imaginaire d'enfance, et pas qu'à moi, car sans ce film, pas de Sylvain Chomet ou de Michel Oslo. Le Roi et l'Oiseau s'est construit en opposition au canevas convenu des Disney, en ouvrant une porte sur l'imagination et l'imprévu. Ces tableaux qui s'animent, et ces jeunes gens qui s'aiment en dépit des interdits et des normes, c'est beau, c'est inspirant, et c'est aussi drôle parfois. Mais enfin, que fait la police? On devrait la retrouver, cette petite bergère. Le film est sobre, il économise ses effets et compose un conte poétique à la fois dans les dialogues, très littéraires, et dans le langage visuel. L'architecture fascinante du royaume qui inspirera Miyazaki pour son château de Cagliostro, ou le jeu des oppositions entre l'obscurité des bas-fonds et le bleu du ciel. Et, en spoilant un peu, l'espoir du film conduit à la destruction de cet univers oppressif, pour en revenir à un état de nature. C'est un peu Fight Club en fait, et ça reste un peu naïf, mais ça ne prétend à rien de plus que de casser le cadre qui nie la vie pour le remplacer par de la poésie. Le burlesque et la poésie rapprochent Grimaud de Jacques Tati. D'ailleurs, en parlant de lui... Le jour se lève, Paris s'éveille. Les chiens de mauvaise vie s'en vont fouiller les poubelles en compagnie du chien de bonne famille. Le second ne se différencie qu'à son beau gilet que maman lui a mis sur le dos. Et la mamonne, comme le papa, ne se différencie des basses classes que par tout leur apparat. Jolie tenue, élégante fontaine, portail chromé, bien essuyé, et tout le tintouin des classes bourgeoises. En 5 minutes, Tati place le décor. Ceux qui pètent plus haut que leur cul sont ridicules, et la modernité les asservit à un rythme de vie sclérosé, ou à la consommation de biens inutiles. Et le tonton Hulot, lui, les maladroits, spontanés, mal fringués, mais plus généreux, plus honnêtes, à l'image des gens du peuple. Allez, admettons, il idéalise un peu le peuple. On s'y fait confiance, on casse la croûte gaiement ensemble et on profite un peu plus de la vie simple. Mais il n'y a pas de mépris de sa part. Il y a une compréhension des mœurs humaines, où tout se déroule logiquement, comme du papier à musique. Le grand monsieur a un langage très visuel. Il sait caractériser les lieux et personnages par des détails révélateurs. Il avait l'habitude de s'asseoir à la terrasse des cafés pour observer les gens et comprendre leur façon d'être. Tout se comprend immédiatement chez Tati, quel que soit votre âge ou votre origine sociale. Son langage est universel et il présente clairement les situations et les rapports de force.
Au fait, l'histoire. Hulot est un prolétaire qui obtient un taf grâce à son beau-frère, qui est patron. Mais il est maladroit et fout le brin dans la famille, et dévergonde le gamin Jimmy. Aussi, Jimmy s'emmerde avec ses parents, obnubilés par l'ordre, le chic à l'américaine et les gadgets. La modernité a servi l'homme chez Tati. L'importance de la voiture dans le trafic, l'organisation des nouvelles villes et de l'espace de travail dans Playtime, et ici, l'usine et le lieu de vie deviennent une prison, en accord avec la critique foucaldienne. Ça a le défaut de faire un peu vieille France. Mais Tati ne s'attaque pas à l'évolution des mœurs. Il n'est pas conservateur. Il est juste un peu nostalgique des modes de vie simples, comme la vie dans les petits villages, ou la candeur et la joie de vivre de l'enfance, à laquelle le père revient en fin de film. Là peut-être réside le bonheur. Il était une fois la comédie à l'italienne. Pendant 30 ans environ, l'Italie a produit beaucoup de films très drôles et très critiques, pouvant aborder les problèmes de société d'après-guerre, surtout des problèmes sociaux. Et j'adore ce mouvement, plus que le néo-réalisme, qui est très plombant, même s'il a produit des chefs-d'œuvre. L'Argent de la Vieille est un très bon exemple. Ça raconte l'histoire d'un couple issu des Borgates, les bidonvilles entourant Rome. Ils sont invités chaque année pour jouer aux cartes avec la riche vieille dame américaine habitant pas loin, qui à chaque partie leur file une fortune à jouer et qu'ils perdent à chaque partie. Et ils se disent qu'à la prochaine, ils plumeront la vieille, encouragés par tous les habitants du bidonville, qui espèrent choper un billet au passage. La violence sociale est tellement énorme qu'elle fait rager autant qu'elle fait rire. Elle s'ajoute par couches sur les épaules de ces misérables pour qui on a une certaine empathie. La vieille jouit de sa supériorité sociale et économique par le biais de ses réussites aux cartes. Cette violence sociale est ignoble et pourtant lissée par les bienséances de ces soirées mondaines. Le problème n'est jamais abordé entre eux et les passions ne s'expriment qu'une fois retournés dans leur quartier de misère. Il y a une vraie dichotomie entre le calme mondain et violent dans la baraque de la vieille et les Borgates, lieu très peuplé et bruyant mais plein d'une chaleur humaine. Il n'y a que la petite Cléopâtre qui ne dit pas grand-chose et qui regarde ses parents se noyer dans un vain espoir d'enrichissement, mettant toute leur énergie dans ce traquenard vicieux de la vieille. Cette vieille feint une amitié d'égalité avec ces gens qu'elle méprise en vérité et conserve leurs photos dans un album au milieu de ses adversaires de jeu du monde entier, bédouins du Sahara, indiens de Calcutta ou philippins. Le couple de pauvres n'est pas exempt de racisme, cependant, toisant de haut ces personnes du monde entier sans se douter qu'ils font eux aussi partie de cette liste de miséreux avec laquelle Madame daigne jouer. Ça fait rire jaune, ça désespère un peu, car on sait que le déterminisme social les voue à retomber dans leur fange. Mais malgré tout, les parties de cartes sont tenues par une tension folle. Les pauvres jouent leur salut à chaque coup, et dans le silence de ce salon, le feu des regards vous fait transpirer. We're human, and sometimes very human. Encore une comédie, encore une qui a de la profondeur. To be or not to be, ou comment un réalisateur juif peut-il parler du nazisme qui ravage l'Europe au moment même où il fait son film ? Pour faire court, avec de l'esprit et de la subtilité. I'll myself. L'humour, c'est question de plein de trucs, mais d'abord de comprendre son sujet et les réceptions qu'on aura du dit sujet. Et Lubitsch est tout le temps juste, à tel point que 80 ans après la sortie de son film, il fait encore mouche. Plus que Le Dictateur de Chaplin à mon avis. Le film parle d'une troupe d'acteurs polonais, bouleversés lors de l'invasion du pays par les Allemands. Ils doivent changer de pièce, passant d'une œuvre critiquant Hitler à Hamlet. Et puis l'histoire se complique. C'est un scénario complexe, coécrit par 2 Européens dramaturges émigrés, qui parlent d'amour, de théâtre, de guerre, et même de religion et de travestissement. Rien dans le film n'est tel qu'il paraît, ce que nous indique la célèbre scène d'ouverture, Hitler qui se balade à Varsovie, mais en fait il s'agit d'un acteur. Se succèdent les ruses, déguisements et mensonges, dédiés à sauver la résistance polonaise, mais aussi à permettre les amours secrets. Ce qui n'était au début qu'un jeu innocent d'acteurs de théâtre devient dangereux, d'où la traduction française du film « jeu dangereux », et dont dépendent la liberté et la vie des individus concernés. Le spectateur est tantôt dans la connivence, tantôt leurré, même si on l'a prévenu au début de ne pas se fier aux apparences. C'est une maîtrise parfaite des indices narratifs et des attentes spectatorielles, nourries du théâtre dont viennent réalisateurs et scénaristes. La guerre n'est pas qu'un simple contexte, elle détruit la ville, menace chacun de mort à la moindre incartade. Si l'histoire n'inclut pas toutes les atrocités du nazisme, dont on avait partiellement connaissance à l'époque, et puis car ça reste une comédie de grand studio, il parle néanmoins de l'antisémitisme, notamment avec le monologue du marchand de Venise prononcé au climax du film, devant le sosie d'Hitler. J'ai étudié ce film pour le bac et je le garde dans mon cœur depuis.
c'est toujours resté un modèle d'écriture humoristique, dans le rythme, les sous-entendus, et comme je l'ai dit au début, la justesse. Prêt pour le film le plus triste au monde ? Moi je le suis toujours pas. Samui Road, c'est un documentaire composite, avec des scènes de 2009, d'autres de 2010 et 40 minutes d'animation, qui ont pris 8 ans à être faites. C'est l'histoire de la famille Samui, des Palestiniens de Gaza, qui préparent un mariage au milieu de leur village en ruine. La guerre est passée par là, on le sait, elle laisse ses traces partout et en chacun. Et pourtant, c'est dur d'en parler. Toute la subtilité du film réside dans la façon dont il révèle progressivement le traumatisme du passé. C'est pourquoi faut pas lire les résumés du film en fait, parce qu'il gâche tout. Avant d'être cinéaste, Stefano Savona était archéologue, et le travail de recherche et de reconstruction qu'il effectue ici est très similaire. Il affirme vouloir recréer la mémoire du passé, pas le passé lui-même, le cinéma n'ayant pas la prétention de montrer le vrai. Les scènes d'animation traduisent avec justesse la mémoire traumatique. Les images sont peu fluides, à 8 dessins par seconde. Les dessins ressemblent à des gravures aux traits durs, sans dégrader, et ils mettent parfois en scène des métaphores fantastiques, comme des corbeaux lâchant des pierres sur les maisons du village. Le montage alterne entre le présent et le souvenir, et donc entre images réelles et images animées, incluant également des reconstructions de plans drones issus des archives de guerre. Ça offre une perspective globale pour comprendre comment le drame de la guerre a été vécu, mais aussi la raison du dit drame. Et c'est poignant, ça déchire le cœur de sentir arriver l'événement traumatique au climax du film, alors qu'on est attaché à la famille et qu'on s'indigne de l'injustice qu'elle vit. Comme dans Valse avec Bachir, l'animation compense la difficulté de dire et de montrer, elle remplit le vide. Le film est aussi plein d'espoir, car au présent, on attend et on prépare un mariage, signe de renouveau. Et l'amour que les survivants se portent fait chaud au cœur. Leurs embrassades prennent beaucoup de sens quand l'on sait par où ils sont passés. Le film ne fait pas de politique, il ne rappelle pas le contexte et ne pointe pas du doigt les responsables. Libre à qui veut de se refaire une culture historique ou géopolitique après coup. Mais ce film parle des Samui. Il est avec eux dans le drame, dans la reconstruction. C'est un film profondément humain, qui fait preuve d'une grande éthique documentaire et qui vous change à jamais. Voilà, merci de votre visionnage pour ces épisodes un peu longs. Merci aussi au soutien Tipeee. Pensez à regarder des comédies en cette morne période. Je vous dis à la prochaine pour mon top 10 sur la chaîne Écran d'arrêt.